tous, bonsoir. Merci de votre fidélité également. Un excellent début de semaine. Il est 18h30 sur Lula. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité. 7e session de la Haute Commission mixte de coopération maroco-qatari. Elle s'est tenue aujourd'hui à Rabat. 11 accords, mémorandums d'entente et plans d'action touchant divers domaines ont été signés à cette occasion. On parle agriculture à présent. La saison agricole s'annonce très prometteuse après les dernières précipitations. C'est le cas dans la province d'Ifrane. Un impact positif sur les céréales et l'arboriculture. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de Merzouga qui a abrité ce week-end la 2e édition du Trail du Soleil. C'est du marathon, une compétition sportive avec au programme 2 courses, une pour les professionnels et l'autre au profit des amateurs. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la présidente de la République de Maurice, Madame Amena Gurib Fakim, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a offert hier soir à Rabat un dîner en l'honneur du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Abdullah Ben Nasser Ben Khalifa Al-Thani, actuellement en visite de travail dans le royaume. Un dîner présidé par le chef du gouvernement, Saad El-Din Al-Othmani. Ont été conviés à ce dîner le président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Shemmesh, et les conseillers de Sa Majesté le roi, messieurs Taïf Sifiri, Omar Aziman, Omar Qbej, Yassir Znaghi et Abdel des opérateurs économiques et de hautes personnalités y ont également assisté côté qatari les membres de la délégation officielle accompagnant le Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar. Et puis ce matin, les deux pays ont exprimé une forte volonté de renforcer leur coopération bilatérale en vue d'un partenariat stratégique et répond aux aspirations des dirigeants et peuples des deux pays frères. Le chef du gouvernement, Saad El-Din Al-Othmani, a eu des entretiens avec le Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Abdullah Ben Nasser Ben Khalifa Al-Thani, l'occasion pour les deux parties de se féliciter des fondements solides et immuables qui caractérisent les relations entre le Maroc et le Qatar. M. Al-Othmani a notamment mis l'accent sur la nécessité d'identifier les meilleures pratiques et mécanismes à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Et puis 11 accords, mémorandums d'entente et plans d'action touchant plusieurs domaines ont été signés ce lundi à Rabat. C'était lors des travaux de la réunion ministérielle de la 7e session de la Haute Commission mixte de coopération Maroc-Qatar, une session coprésidée par le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, et le Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Abdullah Ben Nasser Ben Khalifa Al-Thani. Khadija Jamali, Imanablo. Des consultations intenses sur les moyens de renforcer la coopération entre Doha et Rabat. Les deux pays sont déterminés à insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat. La 7e session de la Haute Commission mixte consacre une vision commune. Nous avons tenu une série de réunions et nous avons conclu un certain nombre de conventions qui portent notamment sur la création d'une commission mixte commerciale et l'ouverture d'une ligne maritime entre les ports marocains et le port international Hamad. Tout cela est susceptible de booster les échanges commerciaux bilatéraux. Nous procéderons également à la concrétisation du rôle du Conseil des hommes d'affaires des deux pays, ce qui impactera positivement le volume des investissements. 11 accords, mémorandums d'entente et plans d'action ont couronné les travaux de la session. Ils portent sur un large éventail de secteurs, de l'agriculture au commerce, de l'habitat aux finances, en passant par les médias et la formation. اللجنة العليا المشتركة الحمد لله في هذه المراحل الأخيرة كانت منتظمة مما يعني الإرادة القوية للجانبين. La tenue régulière des sessions de la Haute Commission mixte ces dernières années reflète la forte volonté des deux pays de renforcer leur partenariat à tous les niveaux. Cette session était une occasion pour discuter d'un certain nombre de questions liées au développement des relations économiques, commerciales et des investissements. أيضا الاستثمارات وعلى مستوى العلاقات التجارية.
Lors de cette session, la partie qatari a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara, soulignant que la résolution de ce conflit régional ne peut se faire que dans le cadre de la souveraineté du royaume et de son intégrité territoriale. L'actualité, c'est aussi ce mémorandum d'entente Maroc-Congo qui a été signé aujourd'hui à Rabat entre le secrétariat d'État chargé du développement durable et le ministère du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo. Le mémorandum porte sur l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'était à l'occasion d'un atelier de validation des termes de référence de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Écoutons à ce sujet la ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo et coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo. Je tenais simplement à saluer la démarche marocaine du Royaume du Maroc qui a accepté d'abriter cette étape si importante du comité ad hoc régional de la commission climat du bassin du Congo pour le Fonds bleu. Et aujourd'hui, le bassin du Congo, c'est le second poumon écologique du monde qui incarne à elle toute seule 10% de la biodiversité mondiale. C'est pour ça que le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, avec tous les pairs de la sous-région et le Maroc, qui est un partenaire de choix, nous accompagne et que nous comptons également sur la BAD, la Banque africaine de développement, qui est le dépositaire en fin de compte du Fonds bleu au niveau donc de l'Union africaine. À présent, on passe à l'actualité internationale. Le régime syrien a entamé des négociations avec des responsables locaux de l'enclave de la Ghouta orientale afin d'entamer de possibles évacuations de personnes de plusieurs localités de l'enclave. Une information que dément d'ailleurs les principaux groupes rebelles. Les combattants envisagent la possibilité d'évacuer plusieurs dizaines d'habitants en échange d'une sortie de la région pour eux et leurs familles. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du Centre russe pour la réconciliation. Et puis, crash d'un avion bangladais près de Katmandou. 49 personnes ont été tuées et 22 autres blessées. L'avion qui transportait 71 personnes, 67 passagers et 4 membres d'équipage a chuté près de l'unique aéroport international du pays. Une source aéroportuaire a évoqué une possible confusion entre le pilote et les contrôleurs aériens sur la piste d'atterrissage attribuée à l'avion. L'avion s'est écrasé en effectuant une deuxième tentative d'atterrissage et a pris feu après s'être arrêté sur un terrain de football près de la piste. Et puis autre crash, celui d'un hélicoptère. Cela s'est passé hier soir dans le East River à New York. Il a fait au total 5 morts selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par les autorités locales. 6 personnes étaient à bord de cet eurocoptère tombé vers 23h GMT dans les eaux glacées de la East River, un détroit qui scinde en deux la ville de New York. Seul le pilote de l'appareil, âgé de 33 ans, a survécu au crash. Et puis en Autriche, la scène s'est passée devant la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Vienne. Un jeune Autrichien de 26 ans a attaqué au couteau un soldat de garde devant la résidence. L'assaillant, un homme d'origine égyptienne, a été abattu par le soldat posté dans une guérite par son arme à feu. Blessé au bras, le soldat a été hospitalisé. Le vice-chancelier autrichien a souligné que le militaire avait tiré en état de légitime défense, sauvant sa vie et celle de son collègue. Une éventuelle piste terroriste n'est ni exclue ni confirmée pour le moment, a précisé un porte-parole de la police. Retour chez nous et nous le disions en titre, la saison agricole s'annonce très prometteuse grâce aux précipitations, aux importantes précipitations qui ont touché la majeure partie du royaume. Dans la province d'Ifrane, 450 mm ont été enregistrés depuis le début des pluies. Un impact positif sur le secteur agricole, aussi bien pour les céréales que l'arboriculture. Reportage Ahmed Fadeli sur un commentaire de Zakaria Mokinbillah. Dans ce champ de légumineuses, la verdure recouvre de larges étendues. Après les dernières précipitations, les cultures sont bien irriguées. Les plantes sont en pleine croissance et profitent de conditions climatiques favorables. Les agriculteurs sont optimistes quant à la saison agricole. Ils continuent à travailler les champs et s'appliquent à l'épandage du sel, une technique pour améliorer le rendement.
Il y a eu d'importantes précipitations et des chutes de neige. Cela augure d'une bonne campagne agricole. Le sel est bénéfique à la croissance des cultures. Cela fait 30 ans que nous n'avons pas connu de telles précipitations. Cela ravit les éleveurs et les agriculteurs et la nappe phréatique s'enrichit. Les dernières précipitations sont aussi favorables aux activités d'élevage. Le couvert végétal se développe, le bétail bénéficie d'un pâturage fourni. Quant à l'arboriculture, un secteur important dans la province, tous les indicateurs sont au vert. En cette période, les arbres fruitiers sont en floraison. Les agriculteurs doivent traiter les arbres fruitiers qui ne sont pas en floraison avec des insecticides. Pour la céréaliculture, il faut lutter contre les mauvaises herbes, mettre des engrais et traiter les cultures avec des insecticides. Depuis le début des précipitations, la province d'Ifrane a enregistré 450 mm de pluie et jusqu'à 2,5 mètres d'épaisseur de neige. Les superficies agricoles s'étalent sur 81 000 hectares. La céréaliculture et les légumes sont cultivés sur 61 000 hectares. 16 000 hectares 500 sont consacrés à l'arboriculture. Notre page économie à présent sensibiliser les jeunes aux notions d'assurance et de prévoyance sociale au Maroc. C'est l'objectif que s'est fixé l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale dans le cadre de la 7e édition des journées de la finance pour les enfants et les jeunes. Des séances d'information au profit de 600 lycéens de la filière économique ont été lancées, et ce jusqu'au 16 de ce mois, pour les familiariser davantage avec toutes ces notions nouvelles. Dominique Orlando. Ils ont tous moins de 20 ans et l'on imagine que tôt ou tard, ils seront confrontés à l'obligation de bénéficier d'une assurance. Les assureurs eux-mêmes savent très bien que tous ces jeunes sont une tranche de la population qu'ils devront capter à chaque étape de leur vie future. Autant donc les familiariser dès aujourd'hui avec les rudiments de toutes ces notions éparses, parfois un peu compliquées. Des contrats d'assurance, des régimes de retraite, tout ça, c'est des notions nouvelles qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de leur expliquer ces notions, de les informer et surtout d'informer à travers eux tout leur environnement, la famille, les amis, et comme ça, on peut toucher le maximum de personnes. Au contraire des banques qui déploient depuis des années des trésors d'ingéniosité pour les amener à ouvrir leur premier compte, les jeunes ont longtemps été la bête noire des assureurs qui n'ont pas toujours trouvé des offres adéquates à leur soumettre et surtout les mots justes pour les y conduire. Là, au moins, c'était clair. On a appris ce que signifiaient les assurances des objets, des personnes et plus particulièrement des élèves en milieu scolaire. Quels sont nos droits en termes de santé? En cas d'accident, avons-nous droit à une indemnisation? Pour abonder dans cette amélioration des connaissances, des livrets très didactiques leur ont été distribués. Ils ont également été invités à télécharger une nouvelle application mobile qui leur permettra une gestion plus rigoureuse des budgets. Après 10 jours en mer, l'Hermione, un voilier d'époque, fait escale au port de Tanger, rencontrant des conditions météo difficiles. La frégate, avec à son bord 350 matelots, est arrivée plus tôt que prévu dans la capitale du Détroit. Une escale tangéroise sous le signe de Libre Ensemble pour la francophonie. Tanger est la première escale de cette aventure à laquelle s'associe l'Organisation internationale de la francophonie. Les explications dans ce reportage signé Anissa Boumedi, Mounia Marouche. Ce n'est pas une pluie fine qui découragera ses admirateurs de venir souhaiter la bienvenue à la fameuse Hermione. Cette frégate légendaire du XVIIIe siècle en provenance du port de La Rochelle en France fait escale à Tanger après un périple de 12 jours en mer, particulièrement démonté. Je suis là pour visiter le bateau et découvrir ses spécificités, surtout qu'il est chargé d'histoire. C'est surprenant et j'étais vraiment excitée de venir pour voir et de voir comment il était. Des bénévoles de tous horizons vivent intensément cette aventure humaine aux couleurs des valeurs universelles. Le vivre ensemble, la paix, le respect, la diversité et la solidarité. 5 mots d'ordre rassemblés dans l'initiative Libre Ensemble.
Nous sommes très heureux d'être ici à Tanger. C'est un rêve depuis un moment, depuis 2 ans qu'on prépare ce voyage. Et on est vraiment très heureux de venir là. C'est la première fois que nous venons en Afrique. On a visité l'Amérique et on vient à ce Tanger qui est pour nous la porte de l'Afrique. L'expérience de l'Hermione, c'est de vivre ensemble dans un espace restreint avec plein de différentes cultures. Et pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment le lien que l'on a à travers la francophonie. Et vraiment, le lien, on peut dépasser les frontières culturelles, les frontières même de différents accents, de différentes expressions, de différents pays. Et vraiment pouvoir se retrouver ensemble à travers la francophonie. Après Tanger, la frégate doit passer par une dizaine de ports méditerranéens. Barcelone, Sète, Toulon, Marseille, Port-Ventre, Nice et Bordeaux, avant de regagner son port d'attache à Rochefort, en Charente-Maritime. On prend à présent la direction de Merzouga. Ces dunes de sable ont été investies par des dizaines d'athlètes ce week-end. Ils ont pris part à la 2e édition du Trail du Soleil de Merzouga. Et là, nous parlons de marathon. 2 courses au programme, les 35 km pour les professionnels et les 5 km pour les amateurs. Une compétition sportive organisée par l'association Course Tafilalet en coordination avec la commune de Merzouga. Hassan Hariri, Nisrin Aouzdar. Leur passion pour la course pédestre se fait ressentir. Ils posent pour une photo souvenir pour immortaliser le moment avant d'entamer l'aventure. Le top départ est donné. Ces dizaines de sportifs endurcis partent à l'assaut des 35 km du Trail du Soleil de Merzouga. La course se déroule en autonomie complète à travers les dunes. La première ligne a de l'allure. Il faut dire que ce circuit rassemble l'élite de la discipline. Cette dernière défie le désert, ses courbes et sa chaleur. Cette compétition nous permet de savourer la nature. Les dunes de sable sont juste magnifiques. Ce genre d'événement nous permet de découvrir la beauté de notre pays. Les organisateurs misent justement avec force sur le développement de la niche très prometteuse du tourisme sportif. À travers cet événement, nous essayons de consolider le tourisme sportif dans la région. Tout se passe à merveille. L'événement attire des sportifs locaux, mais aussi beaucoup d'étrangers. C'est un excellent créneau pour promouvoir la destination Merzouga. Après l'effort, l'heure a sonné pour les distinctions. La première place revient à un fils du désert. Le natif d'El-Foud, Mohamed Boubkri, a remporté haut la main la compétition. L'incontournable Rachid Morabete, qui a à son actif 5 titres de champion du marathon des sables, s'est pour sa part adjugé la 2e place du podium. Voilà, fin de course également pour notre édition. Au plaisir de vous retrouver demain. Une excellente soirée avec la suite de nos programmes. À demain.